Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire Public moins qualifié et entreprises, comment favoriser la rencontre. La méthode d'intervention sur les offres et les demandes d'emploi, ou plus communément appelée aussi méthode IOD. Je suis Stéphanie Doc et je suis la coordinatrice de l'instance bassin enseignement qualifiant, emploi, formation de la Wallonie-Picardie et je vous accompagnerai tout au long de ce webinaire. Je suis ravie que vous soyez aussi nombreux ce matin. Vous allez le voir, 3 orateurs vont se succéder et nous vous les présenterons au fur et à mesure. Tout au long de ce webinaire, vous aurez l'occasion de poser vos questions via le chat. Nous avons 2 collègues qui se chargeront de collecter toutes vos questions et en fin de webinaire, après l'intervention de tous les orateurs, nous aurons un moment d'échange débat. Alors, nous sommes en mode webinaire, c'est compliqué de faire de l'interactivité en direct, donc nous nous permettrons de poser vos questions à votre place à nos orateurs, mais donc vous pourrez interagir via le chat et nous essayerons de répondre à l'ensemble de vos questions. Ce chat sert aussi à poser des questions si vous avez des petites difficultés et nous essayerons dans la mesure de nos possibilités de vous aider. Ce webinaire est enregistré et donc vous aurez l'occasion dans les quelques jours, les quelques semaines qui suivent de le recevoir pour le replay et dans ce cadre-là, nous vous enverrons également un petit formulaire d'évaluation pour voir si ce mode vous a convenu et pour les suites de ce webinaire. Donc notre premier intervenant plantera un petit peu le cadre contextuel de la méthode et nous sommes en Wallonie-Picardie, la Chambre emploi formation de la Wallonie-Picardie avait à cœur de voir comment des opérateurs avaient pu s'en saisir et donc nous aurons l'occasion de voir avec les MIR comment cette méthode a pu vivre et plus spécialement au sein de la MIR WAPI. Ça, ce sera notre dernière intervenante qui nous fera vivre en WAPI comment cette méthode d'intervention existe avec les job coachs de la MIR WAPI. Isabelle, est-ce que... Est-ce que vous m'entendez maintenant? Tout à fait, on t'entend beaucoup mieux. Voilà, je te redonne la C'est parole. magnifique. Je suis en pleine réflexion d'un groupe de travail sur la fracture numérique et je pense que j'en suis un bon exemple. Donc, je vous demande de m'excuser pour ce petit contretemps. D'abord, merci Stéphanie d'avoir, comme toujours, montré ton professionnalisme en prenant le relais. Donc, merci à toi. Je voudrais en tout cas vous remercier de votre participation nombreuse et je pense qu'il y a encore une série de participants qui vont nous rejoindre. Donc, bonjour à vous. Merci, bienvenue aussi au webinaire Méthode IOD. Comme nous sommes en distanciel, j'aurais préféré quand même que nous soyons en face de vous et que nous puissions échanger aussi dans un moment parfois un peu plus convivial. Le seul avantage, c'est qu'aujourd'hui, on ne doit pas vous demander votre CST puisque nous sommes à distance et donc tout le monde peut participer au débat. En soi, ça a un côté positif. Voyons toujours le positif dans le mode de fonctionnement actuel. Je me permets aussi de vous présenter mes meilleurs voeux pour 2022. On peut encore le faire puisque nous sommes au mois de janvier et ça me permet d'espérer pour chacun et chacune d'entre vous une année porteuse de projets et j'espère que suite à ce webinaire, de nombreux projets pourront voir le jour sur la Wallonie-Picardie. Donc des moments de rencontre, de convivialité et des moments d'échange sur nos différentes pratiques de terrain me semblent indispensables. Depuis de nombreuses années, la Chambre emploi formation, anciennement appelée Comité suprégionaux de l'emploi et la formation, a été à l'initiative sur la région de rencontres entre les opérateurs de formation, les CPAS, le Forum et beaucoup d'autres partenaires afin de pouvoir échanger nos pratiques, pouvoir débattre de notre vécu et essayer d'avoir une cohérence sur le territoire. La Wallonie-Picardie est une région très riche, riche en échanges, riche en projets collectifs. Et ça, je pense que cette richesse-là, on parle beaucoup d'innovation technologique, mais je pense que nous devons, nous, être fiers de nos innovations sociales. Et c'est ces éléments-là, je trouve qu'il est indispensable de mettre en avant. Pour ceux qui ne le savent pas, la Chambre emploi formation, c'est réunir autour d'une même table des syndicats et des employeurs, le Forum, les CISP, l'IFA-PME,
pour travailler ensemble sur la question de l'offre de formation, d'emploi sur le territoire de Wallonie-Picarde, tout en étant avec une préoccupation première concernant l'emploi, les demandeurs d'emploi, mais aussi la formation continuée des travailleurs qui est aujourd'hui indispensable dans l'évolution du monde du travail. Avec le bassin emploi-formation qui a vu le jour, nous avons aussi eu l'occasion de travailler avec le monde de l'enseignement pour avoir une sorte de réflexion commune sur la pertinence de l'enseignement et de l'offre d'enseignement sur le territoire. Et ça, c'est indispensable pour pouvoir aller plus loin. Il est important aussi qu'au sein de la Wallonie-Picarde, nous puissions, comme aujourd'hui, nous retrouver, nous coordonner, nous mobiliser dans un intérêt collectif à destination des entreprises et des travailleurs avec et sans emploi. La Wallonie-Picarde, c'est plus de 8400 établissements soumis à l'ONSS, donc ce n'est pas rien. On a l'impression d'être une petite région, mais je le répète, plus de 8400 établissements soumis à l'ONSS, avec un réseau de très petites entreprises et aussi de petites et moyennes entreprises très important sur notre région. Sachez que 95% des TPE et PME occupent aujourd'hui plus de 45% des travailleurs sur la Wallonie-Picarde. C'est une spécificité quand parfois dans de grosses entreprises, les processus de formation sont pris en charge à l'externe de l'entreprise, voire par un service RH. Pour les TPE et les PME, ce n'est pas du tout le cas et donc ça complexifie la démarche. En ce qui concerne le taux de chômage en Wallonie-Picarde, on est à un taux de chômage de 11,2. On pourrait nous dire qu'on est en dessous de la moyenne wallonne, mais ça reste 11,2% et ce n'est pas rien, avec en plus une forte disparité sur le territoire. La disparité, c'est quand on compare le Mont-de-l'Enclume commune, nous ne sommes pas dans les mêmes réalités et donc nous avons un grand écart sur le territoire de la Wallonie-Picarde. Un des éléments qui nous inquiète aussi et qui nous préoccupe au niveau de notre région, c'est le pourcentage de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans. Celui-ci est supérieur au pourcentage du Hainaut et supérieur au pourcentage de la Wallonie. Donc nous avons énormément de jeunes de moins de 25 ans dans une situation de non-emploi qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi. Je ne parle pas de ceux qui sont hors système et qui sont encore beaucoup plus nombreux, qui n'ont même plus, non plus à un moment donné l'envie de s'inscrire comme demandeurs d'emploi et qui ont déjà été perdus sur la trajectoire. Ce n'est pas à vous, professionnels de terrain, que je dois apprendre que la recherche d'emploi et le recrutement, ce n'est pas une chose aisée. Il est très difficile pour un demandeur d'emploi de savoir si une offre lui correspond ou pas, de comprendre les offres d'emploi. Elles sont parfois compliquées à lire, elles sont parfois compliquées à comprendre, mais aussi pour le demandeur d'emploi, il est très difficile de mettre en évidence ses compétences. Il est difficile de garder, quand on est demandeur d'emploi, la confiance en soi face à la multitude de non-réponses à des candidatures, voire des refus, faute soit d'un CV ou d'une trajectoire scolaire ou professionnelle parfois atypique. Mais aussi, il est très difficile pour les demandeurs d'emploi de faire valider leurs compétences, c'est-à-dire qu'ils ont acquis dans toute leur trajectoire des compétences et par rapport à cette situation, ils ne l'ont pas nécessairement fait valider. Il est difficile pour un responsable de PME, de TPE, de prendre le temps de connaître l'ensemble des postulants et des postulantes à un emploi et de cerner leur potentiel. Ils ont peur aussi de commettre une erreur dans leur recrutement et de devoir tout recommencer à zéro. J'espère très sincèrement que grâce à ce webinaire et à l'éclairage des différents intervenants, nous repartirons d'ici enrichis, motivés et mobilisés pour une Wallonie-Picarde gagnante avec un intérêt collectif pour chaque demandeur d'emploi et chaque entreprise de notre région. Je vous retrouverai pour les conclusions tout à l'heure et je cède tout de suite la parole à M. Pilois, gestionnaire de projet à la mission locale de Forêt. Bonjour à tous. Bon, je ne vais pas revenir sur les désagréments liés à l'expression à distance et à la communication à distance. Moi, ce qui m'intéresse quand je m'adresse aux gens, c'est leur regard. Et là, je suis un peu perdu sans le regard des gens. Néanmoins, je vais
tenter de vous présenter quelque chose de vivant et un peu à la manière des histoires de l'oncle Paul, je vais revenir à l'origine de la méthode IOD. En fait, il faut remonter à 2003 à Bordeaux et à l'université de Bordeaux pour vraiment trouver l'essence de cette méthode et un peu la naissance aussi de cette méthode. Donc c'est Denis Castra qui était professeur à l'université de Bordeaux, qui écrit un livre en 2003 qui s'intitule « L'insertion professionnelle des publics précaires ». Et c'est un peu à partir des idées, des constats qu'il a développés dans ce livre que l'idée de la méthode IOD a été mise en œuvre et est née. Et qu'est-ce qu'il constatait, Castra, en 2003? Alors, je vous invite à lire ce bouquin parce que je pense qu'il n'a pas perdu de son actualité. Je pense aussi qu'il renvoie au secteur de l'insertion professionnelle ou l'insertion socio-professionnelle une série de questions sur son propre fonctionnement, son efficacité et aussi peut-être lui pose des questions qui ne se posent pas suffisamment ou en tout cas pas régulièrement. En fait, son constat de l'époque, c'était que, et c'est pas rien que lui qui le dit d'ailleurs, hein, que les politiques d'insertion, en tout cas pour une partie du public, et on parle de public précaire ici, donc les personnes à la fois éloignées du marché de l'emploi et en situation de chômage de longue durée, les politiques d'insertion étaient et sont peu efficaces. Alors, il met en évidence effectivement des biais qui sont observables dans le secteur de l'ISP. Les biais, c'est effectivement avoir une tendance à, plutôt d'être un secteur qui serait un sas et un tremplin vers l'emploi, aurait tendance à s'organiser en tant que secteur à part entière, avec la naissance et l'émergence d'un nouveau métier au milieu de ce secteur-là, et ce métier serait celui de chercheur d'emploi. On peut constater qu'effectivement, on a certaines caractéristiques de la sociologie des métiers qui font penser qu'il n'a pas tout à fait tort en le disant. Effectivement, on se retrouve avec un métier pour lequel il y a une ingénierie, un vocabulaire, une sémantique, des rythmes, etc. Et ce métier, effectivement, en remplace un autre, puisqu'effectivement, les gens ne sont pas destinés à devenir chercheurs d'emploi de profession. Alors, donc, il a développé dans son livre une série d'idées qui s'appuient sur des études, des expériences, et sa thèse s'appuie sur le fait que on change les pratiques, c'est-à-dire l'accès au travail, c'est en transformant les pratiques que l'on change les idées. En réduisant le chômeur à ses problèmes, on finit par faire comme s'il en était la cause, par le croire et lui faire croire en voulant le transformer. Pour Denis Castra, c'est la situation de travail qui crée les qualités du travailleur, bien plus que l'inverse. Et c'est à partir de cette théorie-là, de cette thèse-là, qu'il a construit cette méthode d'intervention sur l'offre et la demande. Alors, je vais vous la décrire en partant de certains constats par rapport au marché de l'emploi. Qu'est-ce qu'on constate au niveau du marché de l'emploi? C'est que globalement, le marché de l'emploi a comme caractéristique ou présente une série de discriminations à l'embauche. Alors donc, chacun vit ça dans sa pratique d'une manière peu ou prou d'ailleurs, mais on constate quand même que les discriminations à l'embauche, qu'elles soient déclarées ou non déclarées d'ailleurs, liées au genre, à l'âge et aux origines, et là j'ai quelques chiffres ici sur Bruxelles, mais j'imagine que dans votre région, on peut aussi observer la même chose. On va voir un taux de chômage qui est sensiblement différent entre les hommes et les femmes. Par catégorie d'âge, on va s'adresser aux deux extrêmes de la courbe de Gauss, c'est-à-dire les jeunes et les travailleurs âgés, et on va observer toute une série d'écarts entre les taux de chômage par rapport à certaines catégories. Alors quand vous liez évidemment les catégories entre elles et que vous vous retrouvez avec un individu qui regroupe à la fois des discriminations liées au genre, à son âge, à ses origines, et vraisemblablement aussi au quartier pour les espaces urbains, le quartier dans lequel il habite,
vous allez vous rendre compte effectivement qu'il y a une série de discriminations qui sont à l'œuvre dans le chef des recruteurs. Et bien souvent, ces discriminations, alors elles sont volontaires ou pas, vraisemblablement, il y en a une partie qui sont involontaires. Donc, je ne suis pas en train de dire que tous les recruteurs sont des gens dont il faut se méfier à tout prix ou qui auraient des valeurs bizarres. Non, je pense qu'il y a un effet aussi qui est lié à la manière dont le marché de l'emploi fonctionne. Qu'est-ce qu'on va constater aussi, c'est que pour les postes de première qualification, bon, on va s'intéresser ici à ces postes-là, donc on ne parle pas du recrutement d'un ingénieur commercial ni en physique nucléaire, on va parler des postes de première qualification, donc des postes de travail qui sont relativement accessibles à monsieur et madame tout le monde. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est qu'on va se retrouver avec beaucoup de candidats pour un nombre restreint de postes, qu'on va assister, au vu de la pléthore de candidats, à une tentation de la part des recruteurs de surqualifier le poste. Hein. Donc, l'OCDE dit qu'il y a plus ou moins 25% des postes de travail qui sont surqualifiés, c'est-à-dire pour lesquels on demande plus de qualifications qui seraient nécessaires pour exercer le travail. Donc, on va se retrouver avec une situation pareille au niveau du marché de l'emploi, avec une concurrence entre des candidats qui, pour finir, présentent à peu près les mêmes particularités. On va aussi arriver à un recrutement qui est plus sur l'angle de la subjectivité que de l'objectivité, puisqu'à un certain moment, il faut bien trouver des critères discriminants. Et on va essayer aussi, dans le chef de certains recruteurs, de recruter le mouton à 5, voire même 6 pattes. Ce qui a comme conséquence aussi, donc cette surqualification des postes de travail va amener aussi en voie de conséquence un turnover, puisque ces postes vont être occupés par des travailleurs en attente d'une situation meilleure. Et qui dit turnover important, dit qu'effectivement, comme Madame le disait en début d'intervention, la crainte de devoir recommencer à zéro et de devoir recommencer le recrutement à zéro, ce qui pour l'entreprise occasionne des coûts, alors des coûts directs et des coûts indirects. Et on s'adresse aussi à des entreprises qui dans leur organisation, n'ont pas à proprement parler un service RH ou quelqu'un qui va faire du recrutement. La plupart des entreprises dans lesquelles on va travailler avec la méthode IOD, ce sont des toutes petites entreprises, TPE ou PME, dans lesquelles effectivement le travail de recrutement ou le travail RH est souvent exercé par le patron lui-même. Et on sait quand même bien que recruter, c'est aussi un métier avec lequel lié avec des compétences et donc tous les patrons de PME n'ont pas ces compétences-là. Au niveau du marché de l'emploi, on a aussi la conviction que dans cette TPE-PME, il existe un potentiel de postes de travail et d'un marché de l'emploi caché. Partant du fait que pour une entreprise petite ou toute petite entreprise, recruter, c'est vraiment un risque. Le risque est tellement présent que certains préfèrent travailler avec un effectif réduit tout en disant oui, je dois engager, ce serait bien que j'engage, mais ne sautent pas le pas. Et donc, l'idée de la méthode, c'est aussi d'avoir comme client privilégié, hein, donc je vais en reparler plus tard, mais donc l'essentiel du travail, le plus gros du travail, va se situer au niveau des entreprises. Mais j'y reviendrai plus tard. Deuxième type de constat, au niveau des demandeurs d'emploi qui sont pris dans les dynamiques du secteur de l'insertion socio-professionnelle avec ces travailleurs. Et ici, encore une fois, je ne suis pas en train de dire, ni de sous-entendre d'ailleurs que les travailleurs de l'ISP, donc je ne mets pas en doute la qualité de leur travail, simplement on constate que pour certaines catégories de demandeurs d'emploi,
les méthodes employées sont relativement peu efficaces et mettent les travailleurs et l'ensemble des intervenants devant des aveux d'impuissance. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, pour quelqu'un qui est éloigné du marché de l'emploi, qui a eu un parcours atypique, une scolarité compliquée, des phases de travail, des phases de chômage, des phases de maladie, etc., les méthodes classiques sont peu efficaces parce que, je prends l'exemple du CV qui devrait être, on prône toujours et on donne au CV toujours cette qualité de carte de visite. On se rend vite compte que pour quelqu'un qui a des trous dans son parcours professionnel, le CV devient rapidement contre-productif, c'est-à-dire qu'il peut se retourner contre lui, puisque là, on va voir étaler l'ensemble des dates, des périodes et de ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans les ateliers de recherche d'emploi notamment? On va essayer de masquer habilement le truc. On va aussi dire, t'as qu'à dire, au lieu d'être en prison, t'as fait le tour du monde, ou tu as pris du temps pour réfléchir sur toi, etc. etc. Bon, il faut bien imaginer que les recruteurs ne sont pas dupes de ce genre de choses-là. Donc, le CV notamment, qui devrait être la carte de visite, devient quelque part un peu un outil d'une contre-publicité pour le candidat à l'emploi. On va aussi se rendre compte que pour toute une série de personnes en recherche d'emploi, les apprentissages des techniques de recherche, c'est-à-dire l'objectif poursuivi qui serait une autonomisation de la personne dans sa recherche d'emploi, prend un temps certain, voire un certain temps, et va pour finir être un obstacle à la recherche de l'emploi lui-même. Donc apprendre à faire un CV, apprendre à faire une lettre de motivation, encore que dans certains secteurs, les pratiques de recrutement ne s'appuient pas là-dessus. Donc ça, il faut aussi bien se rendre compte que dans certains secteurs, le CV, la lettre de motivation, ça ne sert pratiquement à rien. Bref, arriver à des techniques classiques va, pour certains, être un parcours du combattant et freiner d'autant leur insertion à l'emploi. Et donc, la méthode aussi va s'appuyer sur quelque chose de fort, en termes de... Et là, j'ai déjà vu des professionnels de l'insertion se retourner et réagir fortement en disant on va éliminer tout ça. Donc, on ne va plus tenir compte ni du CV, ni de la lettre de motivation, ni du fait qu'on sait bien téléphoner, ni qu'on sait bien argumenter, ni qu'on sait bien se vendre. On va mettre tout ça de côté. Par rapport au constat fait au niveau des professionnels de l'ISP, et là je ne mets pas tout le monde dans le même sac parce que je sais qu'il y a des structures et des gens qui travaillent différemment, mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une espèce d'aveu d'impuissance par rapport à ces situations de personnes très éloignées du marché de l'emploi, pour les raisons que je viens de citer, c'est-à-dire qu'intuitivement on se rend quand même bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'affaire, et aussi ce qu'on constate, c'est que énormément de professionnels du secteur de l'insertion sont fort éloignés du marché du travail et du monde de l'entreprise. Alors, je sais, là on va me dire, oui, il y a des structures qui travaillent différemment, oui, je sais, etc. Mais d'une manière générale, on doit bien acter du fait que les agents d'insertion sont issus du milieu psychosocial, sont des assistants sociaux, des psychologues, des choses comme ça, et qu'ils n'ont une vue du monde du travail. Alors là, j'y vais à la grosse louche, si vous me pardonnez si vous êtes dans les exceptions, parce que je sais qu'il y en a, mais ils ont une vision du monde du travail à partir de leur propre représentation et de leur propre expérience de travail. Pour avoir interrogé ici quelqu'un qui est agent d'insertion, je lui dis tiens, au fond, dans le bâtiment, ça marche comment, c'est quoi les modes de recrutement? Il n'en sait trop rien, je pense qu'il n'en sait pas plus quelque part que la personne qu'il est censé accompagner. Et donc, cette distance-là, effectivement, aussi est un frein à l'insertion, puisque on a un peu de difficulté à conseiller finement quelqu'un vers un secteur qu'on ne connaît pas trop non plus.
Et donc, j'en arrive à la méthode IOD en elle-même. En quoi ça consiste et quels sont ses principes? Donc, les principes de la méthode, c'est de s'adresser à deux clients. Le travailleur qui met la méthode en œuvre étant le médiateur et le tiers agissant dans la relation. Donc, on est vraiment dans une approche de médiation. Donc, on va avoir deux clients, pour les appeler un peu vulgairement. Il y en a qui n'aiment pas le terme client, mais on va les utiliser, ou deux usagers, mais je préfère client ici dans ce cas-ci. Donc, ce sont les entreprises qu'on va démarcher, TPE, PME de préférence, pour des postes de première qualification. Et de l'autre côté, le deuxième type de client, ce sont les chercheurs demandeurs d'emploi. Alors, au niveau des TPE, qu'est-ce qui va se passer? On va démarcher toute une série d'entreprises. Alors, la technique dépend un peu, soit on travaille par zone géographique, soit par secteur d'activité. Ça dépend un peu des équipes. Il y en a qui ont l'une ou l'autre des techniques. Ça dépend un peu du bassin d'emploi dans lequel on va se retrouver, ses caractéristiques. Et on va démarcher les TPE en leur proposant la méthode. Mais on va rentrer d'une manière un peu, et c'est ça aussi toute la formation des travailleurs, des chargés de mission IOD, on va évidemment avoir des stratégies d'approche des entreprises, même si effectivement on a énormément d'appels et on a peu de retours sur les appels. Donc on tourne autour de 10% à peu près de taux de return par rapport au nombre d'appels qu'on passe aux entreprises. Néanmoins, on va leur proposer cette affaire, mais on va d'abord travailler avec elles la question du recrutement chez eux. Quels seraient les besoins? C'est quoi l'activité? C'est quoi leur réalité? Est-ce qu'ils ont recruté? Le dernier recrutement remonte à combien de temps? Est-ce que ça a été facile? Ça a été difficile? Et aussi un peu quel est l'état d'esprit du patron ou du recruteur par rapport au fait d'engager quelqu'un. Est-ce qu'il trouve que c'est cher, que c'est risqué, comment il imagine les difficultés de cette affaire? Et on va constater qu'effectivement, cette approche, et ça on le verra dans les résultats qu'on a observés, c'est on va réussir à faire émerger au niveau de cette approche TPE-PME à peu près 70 à 75% des offres qu'on va proposer aux candidats. Les autres étant déjà présentes sur le marché de l'emploi. Donc on va avoir une création, quelque part, d'offres d'emploi d'un marché qui était précédemment caché par l'action des travailleurs, des chargés de mission IOD. Et donc on va d'abord travailler cette question-là, du recrutement. Comment ils font? Quelles sont leurs expériences? Est-ce qu'ils auraient des besoins? Comment est-ce qu'ils peuvent est-ce qu'ils ont des craintes par rapport à ça? Donc, on explore les difficultés réelles ou supposées. Est-ce que c'est cher d'engager quelqu'un? Quelles sont les possibilités d'aide au niveau de ce que les régions, l'État fédéral ou les communautés proposent, etc., etc. On va aussi travailler avec eux toutes les alternatives, notamment la formation en entreprise, des choses comme ça. On va essayer de plus travailler le concret des choses au niveau du fait de recruter. Donc, on va faire quelque part une offre de service RH externe par rapport à l'entreprise. Donc, on va faire plus que du recrutement pour eux. On va aussi travailler des questions un peu qui touchent à ces matières-là. Et on va leur proposer d'externaliser leurs services et le recrutement. En fait, en disant, écoutez, on va le faire pour vous parce que pour finir, moi j'ai été chez des patrons et je dis, mais tiens, c'est quoi vos besoins quand vous recrutez un poste? Et le patron dit, qui est plombier ou toiturier, ben, il me dit, ouais, un gars qui fait un peu comme moi, quoi. Et donc on se rend compte effectivement que quand on recrute comme ça avec des difficultés à établir un niveau de besoin et peu de méthodes, on va se retrouver forcément dans une situation où on n'est pas sûr d'engager le bon candidat. Et le bon candidat, il n'est pas sûr non plus d'être à la bonne place. Donc l'idée de la médiation, c'est de rapprocher ces deux points de vue-là. C'est de travailler avec l'entreprise sur le descriptif du poste de travail, mais c'est un descriptif qui est
hyper rigoureux et précis. Ça va jusqu'à minuter le temps qui est dédié aux différents actes professionnels. C'est de voir exactement l'essence même des choses en disant il doit, par exemple, il doit utiliser telle machine, combien de temps, comment on la prend, etc. Donc on va essayer de préciser très concrètement en quoi consiste le poste de travail. Et après ça, on va lui dire, donc on va faire tout ce travail-là pour vous, mais le corollaire de ça, c'est que c'est gratuit d'abord, hein, et le corollaire de ça, c'est qu'on va vous présenter un seul candidat, qui par définition sera le candidat. Alors, on va mettre des nuances après, mais grosso modo, c'est ça. On va vous proposer un seul candidat et ce sera le candidat qu'on vous invite à rencontrer et avec qui on vous invite à signer un contrat de travail. Alors, dit comme ça, c'est un peu choquant et les patrons d'entreprise sont un peu choqués. Puis on rentre dans l'argumentaire en disant pour finir, avec la méthode que vous avez utilisée ou l'absence de méthode que vous utilisez, vous avez autant de chances de trouver le bon candidat que nous pour finir. Sauf que nous, on va travailler l'offre d'emploi de manière tout à fait précise, c'est-à-dire que le candidat qui va venir n'est pas un candidat qui a lu l'offre d'emploi parmi 120 candidats ou 150, n'arrive pas chez vous par hasard, mais il vous aura choisi. Puisque je vais y arriver, on va après voir comment on va travailler avec les candidats. Donc les candidats n'arrivent pas là par hasard, puisqu'ils ont le choix, en fait. Et la méthode IOD s'appuie sur ce parallèle, sur cet état de fait-là, et qui est hyper important, qui est le fondement même de la méthode, en tout cas vers le candidat à l'emploi, c'est qu'il a, c'est plus lui qui recherche un emploi, on lui propose des emplois. Chaque candidat se voit proposer au minimum entre 3 et 5 offres. Alors que précédemment, son expérience de recherche d'emploi, c'était lui qui cherchait. Ici, on lui propose des choses et on lui propose et on lui demande de se positionner par rapport à des postes de travail avec des réalités, à la fois sur l'activité professionnelle, sur la rémunération, sur le type d'emploi, le type d'entreprise, la distance qui le sépare de l'entreprise, les horaires, etc., etc. Donc, il va choisir l'entreprise. Donc, on va lui dire, on va dire au patron, le candidat, il a le choix, il aurait pu choisir quelqu'un d'autre, c'est vous qui l'avez choisi. Ce qui va quand même changer aussi fondamentalement l'entame de la relation entre ces deux personnes. Et donc, effectivement, on va lui proposer un seul candidat en disant, au fond, parce que l'argument de dire oui, mais enfin, c'est quand même dangereux parce que la clause d'essai a disparu des contrats, ce qui est exact, hein, puisque depuis 2014 de mémoire, la clause d'essai a disparu. Ce qui est bizarre aussi, c'est que la période d'essai n'a pas disparu dans les faits, puisque pendant les premiers mois du contrat, la capacité, la facilité de licenciement a même été augmentée dans le chef des employeurs. Alors, dans le chef des employeurs, dans le chef des travailleurs aussi. Donc on se retrouve quand même devant une situation où, pour finir, constater qu'on s'est trompé en disant, même si on a mis tous les éléments de chaque côté qui ont permis de bien se représenter les choses, le risque d'échec n'est pas nul, mais il n'est pas supérieur au risque d'échec que l'employeur aurait rencontré lui-même en recrutant par lui-même. Il n'y a pas plus de risque que ça, même si le fait de n'avoir qu'un seul candidat, ça peut faire peur. Mais donc le risque, pour finir, il n'est pas énorme, puisque aussi on dit, ça arrive de se tromper, c'est pas grave, mais on va pas vous laisser tomber, on va continuer, on va faire une forme de continuum dans le service, et si avec ce travailleur-là, ça ne marche pas, d'abord nous, on va lui proposer autre chose, sauf si on constate qu'effectivement, il y a eu des on a en face de nous quelqu'un de mauvaise foi, mais on va lui proposer autre chose, c'est pas grave, et vous, on vous proposera un autre travailleur. Et on refera la même chose, donc c'est-à-dire qu'on aura la même démarche externalisée, et pour finir, on vous garantit quelque part que vous aurez quand même bien quelqu'un qui sera recruté. Donc, je reviens aux candidats. Donc, on a parlé des TPE et des recruteurs. Maintenant, j'en arrive aux candidats. Donc,
le principe même, c'est d'abord de vérifier sa disponibilité et ça c'est sur le but déclaratif évidemment, hein. Donc on va aussi travailler sur les freins à l'emploi, c'est-à-dire la question liée à la situation de famille, etc. Donc là, on va travailler avec des prescripteurs qui, eux, vont continuer à travailler sur les freins à l'emploi, c'est-à-dire la garde des enfants, le logement, la santé, etc. Et nous, on va uniquement travailler avec le candidat sur les atouts qu'il a à mettre en avant et l'envie qu'il a de travailler et de remplir cette fonction. Donc, proposer plusieurs offres d'emploi est le fondement même de la méthode. Faire émerger les compétences et les faire correspondre avec les particularités du poste, ça effectivement, on va interroger le candidat en disant, tiens, on demande que tu puisses faire ça, est-ce que tu sais le faire, est-ce que oui ou non? On peut aussi proposer, et ça sera dans la discussion avec le recruteur, on va aussi proposer de rédiger un texte, un plan d'intégration, c'est-à-dire de dire comment est-ce qu'on va faire en sorte que l'intégration du travailleur ait le plus de chances de réussir, parce que souvent, c'est une phase qui est peu mise en évidence et à laquelle on donne peu d'importance. Bon, ce n'est pas le cas partout, mais dans pas mal d'entreprises, le candidat se retrouve un peu seul avec toute une série d'infos qui lui manquent pour pouvoir rentrer dans de bonnes conditions. Donc, on va aussi définir un plan d'intégration, en ce compris l'acquisition de certaines compétences particulières liées à la fonction, donc l'utilisation de certaines machines particulières ou certaines pratiques particulières liées à l'entreprise même. Et là, on va effectivement prévoir qu'il y ait un temps d'adaptation et d'apprentissage de ces choses particulières. Donc, les obstacles à l'emploi, on va les traiter, mais on va les traiter dans un espace tiers. Donc, on ne va pas mélanger ce qui est difficile avec ce qu'on est en train de travailler en termes de rapprochement entre les compétences du candidat et le poste de travail. On va séparer ces deux zones parce que nous pensons que le type de travail n'est pas le même et peut aussi parfois venir interférer dans les deux zones, les deux types d'approches sont importantes, mais quand elles sont traitées dans le même espace-temps, ça peut poser un certain nombre de difficultés. Voilà. Alors, on va proposer aux deux, effectivement, un travail de médiation, une mise en relation, une facilitation de la relation, le parcours d'insertion, ce que j'avais déjà indiqué, et le suivi post-embauche, puisque pendant les premières semaines, on va accompagner la relation de travail. On va régulièrement interroger le recruteur pour voir comment les choses se passent. On va interroger le candidat, enfin le travailleur à ce moment-là, pour voir comment ça se passe. Et puis, on peut aussi faire office de médiateur si on voit que les choses sont difficiles. On va se remettre dans cette position de médiation pour tenter de rapprocher les points de vue. Donc, on voit vraiment que la méthode IOD se loge dans l'interface ou l'intersection entre deux parties qui, jusque-là, étaient très éloignées l'une de l'autre pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc, le travail du chargé de mission IOD est vraiment ce travail de mise en relation, de rapprochement des points de vue, ce qui veut dire que le travailleur qui rentre comme chargé de mission dans la méthode IOD aura autant d'empathie avec la situation du demandeur ou chercheur d'emploi que d'empathie de la situation du recruteur. C'est-à-dire qu'il va se retrouver vraiment comme tiers agissant pour tenter de rapprocher les points de vue de deux entités qui seraient assez éloignées l'une de l'autre à l'état naturel et qui, à l'état naturel, ne se rencontrent pas au plus. Voilà un peu comment on va se positionner au niveau de l'action dans cette méthode. Alors, donc là, j'ai brossé un peu les grands principes
de cette méthode. Ici, plus concrètement, comment ça se passe? Donc, on travaille avec des équipes de 3 chargés de mission plus un coordinateur, un pilote, mais qui n'est pas pilote affecté à une seule équipe, il a plusieurs équipes en supervision. Le plus gros du travail, je l'ai dit, c'est vers les entreprises. Donc, il y a à peu près 2/3 du temps de travail et de l'énergie de travail qui passe avec et dans les entreprises, et 1/3 du travail qui est fait avec les demandeurs d'emploi. Alors, certaines équipes disent, tiens, ben nous, on va mettre 2 travailleurs en entreprise et un travailleur qui travaille uniquement avec les candidats. Ça peut se faire. Personnellement, je suis pas trop pour cette approche-là. Je pense que chaque travailleur chargé de mission IOD a tout intérêt à bien connaître et de l'intérieur les réalités du monde du travail pour pouvoir justement travailler et confronter les candidats à cette réalité du monde du travail. Alors, qu'est-ce qui va être la formation des travailleurs, des chargés de mission? C'est effectivement tout d'abord toute la stratégie envers les entreprises, donc travailler sur les argumentaires, travailler sur lever les réticences, etc. On va aussi avoir un monitoring très précis des différentes phases, puisque cette méthode se traduit en phases de travail, hein, donc ils sont identifiés très précisément et de manière suivi, puisqu'on a un monitoring qui est permanent de l'activité. Donc on sait par exemple, enfin on sait, et c'est là l'intérêt aussi d'avoir des tableaux de bord, que par exemple certaines équipes vont avoir besoin de beaucoup moins de contact avec les entreprises pour générer autant d'activités et autant de placements à l'emploi. Alors, tel quel, ça peut dire, tiens, il y en a qui sont plus efficients que d'autres, mais ou d'autres, certains ont une autre méthode ou appliquent la méthode autrement. Donc, ça nécessite, à partir de ces constats-là, d'aller un peu plus loin dans la réflexion et dans les échanges et essayer de voir un peu ce qui se passe là en dessous des chiffres. Néanmoins, ce qui est intéressant pour une équipe qui fonctionne depuis un certain temps, c'est qu'elle sait exactement à quel niveau de sa méthodologie, les choses éventuellement dérapent ou ne se passent pas bien. Puisqu'on sait que si on a eu X rencontres avec des entreprises, 3 mois plus tard ou 2 mois plus tard, on aura Y mise à l'emploi. Ça devient assez mathématique. Donc, effectivement, on peut rapidement aller voir là, et la situation sanitaire de ces dernières années nous a amené à beaucoup plus monitorer les choses, puisqu'on a dû aller voir là où les choses étaient compliquées. Est-ce que c'est la disponibilité des entreprises? Est-ce que c'est leur capacité à recruter en période d'incertitude? Est-ce que c'est sectoriel? Est-ce que c'est propre à certains secteurs? Est-ce que? Et donc, tout ce monitoring nous aide effectivement à développer par ailleurs des stratégies de prospection et d'approche des entreprises. Alors, on a aussi tout un travail de balisage de la méthode avec le demandeur d'emploi, le chercheur d'emploi. Et l'essentiel de la formation des travailleurs, des chargés de mission va être essentiellement de l'accompagnement de ceux qui s'occupent de la méthode ou qui sont les garants de la méthode. J'en parlerai plus tard. Et il faut compter une bonne année avant qu'une équipe ne soit en période je dirais de routine. Donc la première année, on se rend bien compte qu'il faut d'abord se constituer le portefeuille d'entreprise, ce qui n'est pas rien. Il y a énormément de travail aussi avec les prescripteurs, donc puisque les prescripteurs vont nous envoyer les candidats à l'emploi, donc on ne va pas, IOD n'est pas en général, n'est pas de manière générale un service ouvert, donc c'est un service dans lequel on envoie, donc des prescripteurs envoient des candidats. Donc il y a tout un travail quand même aussi au niveau des prescripteurs pour bien saisir la situation des gens et de pouvoir orienter les candidats de la meilleure manière. Alors, je vois qu'on a mis le petit tableau qu'on avait fait.
Donc on a observé ce qui s'est passé pour une équipe ici de 3 travailleurs en 2020. Alors je rappelle 2020, pour ceux qui l'avaient déjà oublié, qu'on était dans une année un peu particulière, avec toute une série de dysfonctionnements liés aux différentes phases de confinement, etc. Néanmoins, on voit que, et donc je vous rappelle aussi que ce sont des, mais ça on va le voir plus tard, donc on est dans la caractéristique personnes en situation d'éloignement du marché de l'emploi et de chômage de longue durée. Donc, quand j'appelle chômage de longue durée, on est au-delà de 2 ans et c'est ces personnes-là qui sont visées particulièrement. Donc, vous voyez qu'une équipe a fait rentrer 102 professionnels, dont 87 sont sortis au moment de l'observation, mis à l'emploi 58, dont emploi de plus de 6 mois 44. Il y a eu 3 contrats rompus. Oui, ça on voit aussi les Français. Donc je dois vous expliquer aussi que, en fait, la méthode qui a été initiée à l'Université de Bordeaux est mise en œuvre par un organisme qui s'appelle Transfert et qui est toujours à Bordeaux et qui effectivement est détenteur des droits sur la méthode et du label aussi, et avec lesquels on travaille avec quand même la bonne perspective de créer ici un centre en Belgique pour pouvoir, à partir de la Belgique, aussi pouvoir faire de l'accompagnement des équipes et de la formation des équipes, des futures équipes IOD ici en Belgique francophone pour l'instant. Ça, c'est une autre histoire, on y reviendra plus tard. Mais donc voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Oui, ce qu'on a constaté, c'est qu'au niveau des contrats rompus, vous voyez, là, il y en a 3. Alors, ce que les Français ont constaté, puisqu'eux ont un recul d'une bonne quinzaine d'années d'application de la méthode, c'est qu'on voit, on constate que l'hypothèse qui était faite, l'intuition qu'on avait, que la personne qui a le choix reste plus longtemps que quelqu'un qui ne l'aurait pas. Et moi, dans ma candeur naïve, pourtant je travaille dans l'ISP depuis 25 ans, j'étais persuadé qu'un chercheur d'emploi ou un candidat à l'emploi à qui on ne propose qu'un seul poste ou qui ne gote qu'un seul poste, il reste accroché comme la moule à son rocher. Eh ben, l'expérience prouve que non. Donc, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est quand la personne, et c'est pour ça que la méthode indique que le choix entre plusieurs offres est la condition sine qua non pour démarrer avec un candidat, le fait d'avoir le choix a tendance à fidéliser le travailleur à son emploi. Donc ils ont constaté que par rapport à la moyenne, donc on a des moyennes de turnover dans certains secteurs qui tournent autour de 20-25%, ils ont constaté dans leurs outils de suivi qu'ils étaient largement en dessous de ce taux-là. Donc, il y a l'intuition qui dit, quand une personne a le choix, qu'il y a une bonne médiation et que chacun des parties a vu au maximum ce qu'il attend, quelque part, on est vraiment en toute connaissance de cause, on a globalement plus de chances que l'emploi soit durable. Je rappelle aussi que on s'adresse à un public pour qui la durabilité à l'emploi n'est pas évidente. Ce sont des personnes qui souvent ont un parcours professionnel morcelé. Ici, on constaterait plutôt que la fidélisation à l'emploi est de mise. Alors, vous allez voir aussi, on a fait un travail un peu, un tableau croisé entre la présence dans le service, puisqu'effectivement, ce qu'on constate aussi dans les services ISP, c'est que les situations des gens éloignés du marché de l'emploi font qu'ils restent longtemps dans les services. Moi, parfois, j'en ai vu certains qui étaient là pendant 6 mois, 1 an et demi, sans avoir vraiment trouvé de solution durable à leur situation. Ici, on constate quand même qu'on a une présence dans le service qui est quand même sensiblement raccourcie avant de trouver une solution. Donc, vous voyez que grosso modo, on a en sortie positive un emploi de plus de 6 mois, plus une formation, donc qui sont les critères de sortie positive du FSE. On est grosso modo à 64%, ce qui, ramené à l'année 2020, peut être considéré comme étant un résultat, je pense, correct.
On peut passer peut-être au... Voilà, donc ce que je vous avais dit, c'est qu'on a travaillé sur les offres négociées pendant cette fameuse année 2020 et qu'effectivement, 75% des offres qu'on a négociées pour les candidats qui ont été négociées par les chargés de mission n'existaient pas avant l'intervention du service. Et 25%, l'offre d'emploi existait préalablement. Donc on a vraiment ici la représentation du fait que IOD, la méthode IOD a un réel impact au niveau des entreprises et des recruteurs, puisque on va convaincre quand même, ou on arrive à finaliser ou à concrétiser avec des entreprises des offres d'emploi qui étaient un peu latentes comme ça, ou voire inexistantes. Et donc, il y a une réelle plus-value, effectivement, aussi de ce côté-là. Alors, accessoirement, au niveau des genres, vous allez voir qu'effectivement, on est au niveau des genres, 39-61. Niveau d'instruction, vous voyez bien qu'on est aussi en dessous du CESI, c'est les anciennes normes, mais bon, on est largement en dessous du CESS. Hein. Répartition en âge, vous allez les voir. Durée d'inoccupation, là aussi, 24 mois et plus. Donc, durée d'inoccupation, 77% des candidats étaient en inactivité depuis plus de 24 mois. Toujours sur ce panel-là de 2020. Voilà. Je pense que j'étais un peu longuet par rapport à... Je vois quelqu'un qui me fait des grands yeux. Pour une fois que je vois un regard, il me fait des grands yeux. Donc, je vais arrêter et je serai disponible pour les questions s'il y en a plus tard. Voilà. Merci de votre bonne attention. Un tout grand merci, Monsieur Pilois. Et donc, vous l'avez dit, effectivement, on réserve la partie questions à la toute fin des interventions. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions de précision, des choses qui n'étaient peut-être pas très claires pour vous ou des compléments d'information, vous pouvez passer via le chat et nos collègues se chargeront de récolter l'ensemble des questions et de les poser pour vous à la toute fin de ce webinaire. Ceci clôture notre première intervention donc avec Monsieur Pilois qui contextualisait un petit peu la méthode et sans plus attendre, nous allons accueillir Thierry Doc. Thierry Doc qui est le président de l'Intermire, mais il est également maître de conférences pour les masters en ingénierie et action sociale au niveau de Louvain-la-Neuve-Namur, mais également au niveau de l'université de l'UC Louvain. Monsieur Doc, la parole est à vous, sans plus attendre. Merci beaucoup, Madame Doc. Merci beaucoup, Monsieur Pilois. Et donc, j'ai vraiment le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Comme Madame Doc l'a dit, nous ne sommes pas apparentés. Donc, ouais, petit élément de précision. J'ai pas reçu d'autorisation particulière pour intervenir aujourd'hui. On a des liens familiaux qui ne sont pas présents. Donc, voilà. Et donc, je vais intervenir ici à titre personnel. Il n'y a pas une position de l'Intermire sur cette question-ci, mais elle est tout à fait intéressante et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Monsieur Pilois. Je ne vais pas la reprendre, évidemment, je vais prendre un autre angle de vue et peut-être contextualiser de manière historique et dans le champ des politiques sociales cette proposition telle que Monsieur Pilois l'a très bien présentée. D'abord, moi je suis un fanat d'histoire et c'est un peu ce que je pratique dans mon métier aussi dans le monde académique. Et donc, je vais vous proposer le regard de deux économistes sur les questions d'emploi. D'abord, peut-être le principal économiste du XXe siècle, Keynes, qui a toujours une importante influence aujourd'hui, on le voit dans les politiques européennes, dans les politiques fédérales et régionales qui sont menées, qui disait en 1936, les devises marquantes du monde économique que nous vivons sont le premier, que le plein emploi n'y est pas assuré, le second, que la répartition de la fortune et du revenu y est arbitraire et manque d'équité. Et donc, on a là une citation qui date d'il y a 90 ans et qui, je trouve, garde une actualité fort importante. Keynes s'est beaucoup impliqué dans la réflexion de la problématique du chômage en lien avec l'impact que cela a sur la démocratie et je pense que ce sont des réflexions qui gardent une forte actualité, effectivement. Un deuxième économiste dont on parle un peu moins, mais qui a
que je trouve très intéressant aussi, qui s'appelle Polanyi, qui a publié un ouvrage de 1944 qui s'appelle La Grande Transformation. Dans cet ouvrage, il met en évidence le fait que s'il y a un basculement d'une série de démocraties européennes vers des systèmes de dictature, c'est parce que selon lui, la thèse qu'il a défendue, c'est que l'approche de libéralisme économique qui avait imposé les principes de marché, soi-disant autorégulateurs, était destructeur de la société. Et il soulignait le fait que le libéralisme, dans la première partie du XXe siècle et au XIXe, dans la première partie du XXe siècle, avait imposé une logique de marché à différents éléments. La terre, on parlerait de la nature aujourd'hui, de la monnaie, mais ce qui nous préoccupe plus particulièrement aujourd'hui, c'est les thématiques du travail, et qu'il a imposé cette logique de marché aux politiques. Et d'ailleurs, toutes et tous aujourd'hui, on va parler de marché du travail, de marché de l'emploi. Pas un de nous ne va éviter ce vocable-là. Et pour Polanyi, c'est un problème parce qu'il a mis en évidence dans ses travaux le fait que le travail, c'est pas une marchandise. Parce que derrière le travail, il y a un être humain, et que considérer le travail comme marchandise était une vraie dérive potentielle. Et il a défendu la thèse qu'il était très important de réguler les dynamiques de marché, notamment autour de l'emploi. Sinon, c'est la porte ouverte à des catastrophes, des désillusions pour des personnes concernées par le chômage de longue durée, des pertes de confiance finalement dans la démocratie et la mise en place de régimes autoritaires, y compris par l'adhésion des populations victimes de ces situations d'insécurité. Les thèses de Polanyi, les thèses de Keynes, elles ont eu une importante influence. Elles ont amené en 1944 à ce qu'on appelait la Déclaration de Philadelphie, que je trouve intéressant de rappeler parce que on oublie un petit peu la portée politique qu'elle avait. La Déclaration de Philadelphie, elle a amené à la mise en place d'une organisation qui est l'Organisation internationale du travail, qui est une agence de l'ONU, qui prône le travail décent à travers différentes normes, l'interdiction du travail forcé, pardon, le respect de la liberté d'association, et un des principaux principes énoncés dans la Déclaration de Philadelphie, c'est de mettre en évidence que le travail n'est pas et ne peut pas être considéré comme une marchandise. Il y en a d'autres dans cette Déclaration de Philadelphie, qui est de souligner l'importance de la liberté d'expression, d'association, comme une condition indispensable d'un progrès soutenu. Et donc, il y a la mise en avant du rôle des protections pour l'emploi et du rôle des organisations syndicales que pour générer ces protections. Ben, les thèses de Keynes et de Polanyi, elles ont eu un écho très important après la Seconde Guerre mondiale. Et on a eu pendant plusieurs dizaines d'années des politiques en Belgique, mais ailleurs aussi, qui avaient en priorité la lutte contre le chômage et donc la volonté de promouvoir le plein emploi, la lutte contre la pauvreté et finalement la mise en place de toute une série de mécanismes qui cherchaient à protéger le travail, qui cherchaient à protéger la personne au travail pour faire en sorte que le travail ne soit pas une marchandise. Et c'est l'extension de la protection sociale, c'est l'extension de la concertation sociale et finalement la mise en place de politiques sociales ambitieuses qui nous a amené à parler d'État-providence ou d'État social keynésien. On peut se demander en regardant un peu dans le rétroviseur ce que nous avons retenu de notre histoire sociale. On est aujourd'hui bien loin d'un État social keynésien avec les ambitions telles qu'elles se sont exprimées au tournant du XXe siècle, puisque depuis lors, on est passé par plusieurs vagues. Une de ces vagues, c'est la vague néolibérale à partir des années 70, qui a clairement cherché, avec des résultats, à remarchandiser le travail. On vit pour l'instant une période compliquée en matière de prix énergétiques. Ben, cette vague néolibérale, elle a pris appui effectivement sur l'histoire et des années 70 avec les chocs pétroliers qui ont mis en évidence les grands déséquilibres et les fragilités de nos économies, et singulièrement en Belgique, avec déjà à l'époque une dette publique qui était importante. Et la thèse néolibérale a considéré que si les choses allaient mal, ben, c'est parce que les politiques sociales étaient mal ajustées, parce que l'État-providence ou l'État keynésien était trop généreux. Et le nouveau paradigme néolibéral était de considérer que la cause et donc la solution
la cause des problèmes était l'État social qui avait pris une importance excessive et que la crise trouvait ses sources dans les politiques sociales trop généreuses. La thèse néolibérale a consisté à considérer qu'il fallait sortir de ces protections liées au travail, qu'il fallait laisser fonctionner le marché, fonctionner plus librement, et singulièrement le marché de l'emploi qui nous occupe plus particulièrement aujourd'hui. Une des manières de laisser jouer les forces de marché est de diminuer les rôles des corps intermédiaires et des organisations syndicales de manière singulière. Et donc, ce sont des logiques d'efficacité qui ont été mises en avant par cette école néolibérale, et que pour générer cette efficacité, on considérait qu'il fallait déréguler, qu'il fallait flexibiliser, qu'il fallait développer des processus de privatisation, diminuer le rôle des politiques publiques, et dans cette approche-là aussi, des critiques très importantes qui étaient adressées à l'égard des organisations syndicales, en considérant qu'elles protéger certaines personnes, ceux qui étaient considérés comme des insiders, ceux qui avaient un emploi finalement bien protégé, mais que l'action syndicale était néfaste pour d'autres, ceux qui cherchaient à rentrer sur le marché du travail, qui étaient qualifiés d'outsiders. Alors, on n'est sans doute plus en tant que tel dans ce paradigme pur néolibéral, parce qu'on est entré dans des politiques sociales que pour partie M. Pillois a décrites, que l'on peut considérer comme étant celles de l'activation de l'État social actif, hein, qui ont été nourries par une série de penseurs, Anthony Giddens dans le monde anglo-saxon, Pierre Rosanvallon dans le monde plus francophone, qui ont dit finalement, il y a un échec, l'approche néolibérale est tout à fait problématique, mais retourner vers un État social keynésien n'est pas la bonne voie. Et donc, ils ont théorisé les approches d'une nouvelle voie, c'est l'activation que l'on connaît bien dans les politiques de l'emploi. Et c'est une approche qui a été qualifiée de troisième voie pour la distinguer de l'approche keynésienne et de l'approche néolibérale. Alors, cette approche, en termes d'activation, elles sont dominantes aujourd'hui. Elles imprègnent la plupart des politiques sociales, et elles imprègnent les politiques d'insertion socio-professionnelle, ou pour une partie de personnes qui sont présentes au webinaire aujourd'hui, dans les logiques d'activation, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'accompagner des personnes qui sont, comme M. Pillois l'a dit aussi dans les mots qu'il a utilisés, qui sont incitées, qui ne sont plus des demandeuses d'emploi, qui sont fortement incitées à chercher un emploi. Les politiques d'activation vont faire en sorte que ces personnes, elles soient dotées de ressources, qu'elles aient des bons conseils, qu'elles aient les ressources adéquates en termes de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Et dans cette logique d'activation, il y a un focus fort qui est porté sur les responsabilités individuelles. La personne, elle est incitée, elle est sommée de chercher un emploi, même si l'on sait que pour une série d'entre elles, de par les réalités du marché de l'emploi, ça sera extrêmement compliqué. Dans cette logique d'activation, il y a une méthode dominante qui est celle de ce qu'on appelle le job coaching. Le job coaching, une série d'entre nous pratiquent cette activité-là. C'est un métier qui a un métier extrêmement important, et évidemment, et sans le critiquer parce qu'il a beaucoup de sens, on peut mettre en évidence que derrière le job coaching, dans la plupart des structures, en fait, finalement, on est effectivement dans la logique de l'activation, dans laquelle il y a une série d'éléments que l'on peut pointer, qu'il n'y a pas de remise en cause des procédures de recrutement, que M. Pillois a bien décrites, qu'il n'y a pas de remise en cause des mécanismes de sélection. On accepte finalement les principes de marché tels qu'ils existent de manière dominante. Il n'y a pas d'action non plus sur le nombre de postes de travail disponibles. On accepte la rareté dans une série de secteurs, alors que le nombre de candidats est très important. Et donc finalement, on accepte les logiques de marché dominantes telles qu'elles sont en cours aujourd'hui. Mais on est effectivement dans une démarche d'accompagnement des personnes qui ne sont plus tellement demandeuses d'emploi, mais qui sont sommées d'être chercheuses d'emploi. Alors pour toute une série de personnes, ça fonctionne bien. Cette logique de job coaching fonctionne bien parce que effectivement, le fait de donner des ressources à une série de personnes va les amener à trouver ce qu'elles cherchent, un emploi de qualité. Mais dans la logique de l'État social actif, il y a une série de recherches qui mettent en évidence
famille de problèmes. D'abord, c'est que pour les personnes considérées comme peu qualifiées, hein, les personnes fragilisées de par leur parcours, ben, une série d'études depuis déjà plus de 10 ans, j'en cite une ici de Barcox, Mireille Gemep et Van der Linden, montrent que les politiques d'activation, elles ont peu d'impact sur les personnes peu qualifiées. Pour les personnes avec des qualifications moyennes ou élevées, les politiques d'activation sont satisfaisantes, donnent des résultats. Par contre, c'est beaucoup moins le cas pour des personnes peu qualifiées. Dans le domaine des approches sociologiques et psychologiques, et je cite ici les travaux de Ginette Herman, par exemple, ou de Georges Liénard, le problème, c'est que cette sommation à l'activation auprès de publics fragilisés génère des dégâts. Hein, et ces travaux mettent en évidence le sentiment de honte parce qu'on cherche un emploi qu'on ne trouve pas, des sentiments de perte d'estime de soi, de culpabilité, et donc des dégâts en termes de santé mentale qui sont importants auprès de ces personnes peu qualifiées. Et troisième problème dans l'activation, et là on peut faire référence à des travaux encore plus anciens du sociologue français Robert Castel, qui mettait en évidence que dans un contexte de chômage massif, eh bien on observe, et particulièrement pour les personnes peu qualifiées, la détérioration de l'emploi, de la qualité de l'emploi, et particulièrement pour les personnes peu qualifiées. Et Robert Castel est l'inventeur de ce mot qui fusionne de concepts, celui de précarité, de salariat, en mettant en évidence que pour toute une série de personnes qui ont des qualifications relativement modestes, eh bien, eux s'installent non plus dans une situation de salariat, mais dans une situation d'un travail qui est précaire et qui s'inscrit dans la durée et qui ne permet pas de générer des perspectives de vie positive. C'est dans ces contextes-là que la proposition telle qu'elle a été brillamment proposée par M. Pilois me semble tout à fait intéressante. Je trouve que la démonstration et la présentation que M. Pilois montre que l'intermédiation active ou l'intervention sur les offres et les demandes est une méthode qui permet de s'éloigner d'une logique de marché. Elle a pour principe de considérer que chacune et chacun a des compétences qu'il s'agit de pouvoir mettre en évidence et que finalement personne n'est inemployable, pour reprendre un terme qui est abominable et que certaines portent comme une étiquette qui fait beaucoup de dégâts. Monsieur Pilois a montré une série de résultats où les personnes qui sont dans la méthode IED pour ce qui concerne la mission locale de forêt sortent finalement de schémas classiques et l'automaticité de parcours, où finalement on va considérer que le fait de mettre la personne à l'emploi va lui permettre d'apprendre beaucoup et rapidement, que ça sera une manière de générer des liens sociaux plutôt que d'avoir un parcours parfois très long et parfois interminable pour certaines personnes où on les inscrit dans des processus de formation de longue durée dont ils ne voient pas le sens, dont ils ne voient pas la fin. La méthode IED repose sur des méthodes de négociation des conditions et la qualité des emplois. Il y a un rôle clé pour les intermédiaires qui a été mis en évidence, où il s'agit de discuter avec les employeurs de la manière dont l'emploi est configuré, en considérant que voilà, les conditions d'emploi doivent permettre d'être satisfaisantes pour la personne qui va rentrer dans cet emploi. Il a été mis en évidence la nécessité d'un travail de prospection, parce que, comme M. Pilois l'a bien montré, il y a toute une série de postes qui ne sont pas ouverts parce que ce n'est pas le métier des entreprises, surtout dans les petites entreprises, de configurer des offres, et que ce travail de prospection est donc tout à fait essentiel. Il y a la nécessité, on peut se tromper lorsqu'on met en place une méthode d'intermédiation, lorsqu'on propose un candidat, mais il y a dans la méthode la nécessité de construction de principes de confiance avec les employeurs. Et là, je pense que le travail des missions locales à Bruxelles, le travail des missions régionales sur le territoire long est tout à fait important pour créer ces partenariats dans lesquels la confiance est de mise, puisqu'on va renverser les logiques dominantes, comme ça a bien été montré, qu'on va redonner du choix à des personnes candidates qui souvent n'en ont pas eu,
souvent, elles se disent, ben, je vais prendre qu'on va me proposer, et moi, j'ai pas le choix. J'ai un bagage tel que je vais pas pouvoir me permettre de faire la fine bouche. Ici, on redonne du choix. Monsieur Pilot a bien montré que dans la méthode, on va proposer 3 ou 5 offres à une personne qui n'est plus habituée dans ce parcours de vie, sans doute, à pouvoir encore poser des choix. Et à l'inverse, pour le recruteur, pour l'employeur, c'est une seule personne candidate qui va lui être proposée. Et donc finalement, on renverse les logiques dominantes dans lesquelles nous baignons la plupart d'entre nous aujourd'hui, où selon le bagage des qualifications, quand ce bagage est bas, on va considérer que l'employeur a la logique à l'embarras du choix, alors que c'est absolument pas le cas pour les personnes candidates à l'emploi. Et je pense qu'un des autres intérêts de l'intermédiation active telle qu'elle nous a été présentée, c'est que c'est aussi une formidable méthode que pour lutter contre une série de formes de discrimination qui sont parfois inconscientes et qui sont souvent inconscientes de la part des employeurs, où la littérature met en évidence que souvent on va chercher à recruter une personne que l'on pense qui nous ressemble finalement, et qu'à travers ça, il y a toutes ces discriminations qui se mettent en place selon le, les caractéristiques de la personne, qu'on n'osera pas parce qu'on méconnaît engager quelqu'un qui est notre origine sociale ou une autre origine raciale, ou qu'on n'osera pas engager une personne qui a une certaine forme de handicap parce qu'on ne connaît pas. Et donc je trouve qu'à travers la méthode d'intermédiation active, il y a tous ces avantages de casser ces logiques, et aussi de lutter contre une série de formes de discrimination qui imprègnent encore fortement aujourd'hui le marché du travail. Et donc, j'espère que, comme Isabelle Barré dans son introduction l'a mis en évidence, ben ici, à travers l'intermédiation active, la présentation qu'en est faite, il y a la mise en évidence d'une alternative qui sera inspirante pour pas mal d'actrices et d'acteurs de l'insertion qui sont présents dans le webinaire aujourd'hui, qui sont tant en privé que public, et que plus globalement, on a là pour moi une pièce d'un puzzle extrêmement intéressant qui s'inscrit dans un cadre plus large, bien mis en évidence par 3 chercheuses femmes, Isabelle Ferras, Julia Batiglana et Dominique Méda, qui mettaient en évidence le projet d'une alternative plus globale qui est celle de la démocratisation, de la démarchandisation et de la pollution. Et il me semble qu'avec l'intermédiation active, on a une pièce très intéressante de ce puzzle autour de l'insertion socio-professionnelle. Je vous remercie pour votre attention, et comme Monsieur Pilois, j'aurai le plaisir de rester pour le débat tout à l'heure. Merci beaucoup à chacune et chacun. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter Delphine Delaunoy, qui est job coach à la Miroipi. Et donc, on est au sein de notre bassin de la Wallonie-Picarde. Et donc, Madame Delaunoy va nous expliquer son expérience dans son travail. C'est à vous. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci à Monsieur Pilot et Monsieur Doc qui étaient très complets dans leur explication. Comme je passe en 3e lieu, donc il y aura sûrement des redites dans ce que vous allez entendre, puisque ça parle de la même chose, de la méthode IOD. Et donc voilà, je me présente, Delphine Delaunoy, donc job coach à la mission régionale pour l'emploi de Wallonie-Picarde. Je précise pour les participants qui ne connaîtraient pas peut-être la Miroipi. Et donc, c'est un organisme d'insertion socio-professionnelle nous aidons les demandeurs d'emploi peu qualifiés à retrouver un emploi par du job coaching, de la formation alternée et justement des contacts entreprises bien privilégiés, puisqu'il y a des possibilités de stage et de contact avec les employeurs, d'où l'intérêt aussi de la méthode IOD. Et donc, comme je vous ai dit, il y aura sûrement des redites. Et en fait, disons qu'ici, je vais vous présenter une petite vidéo qui avait été demandée par l'instance bassin, donc en 2020, lors du confinement, suite à un colloque donc j'avais participé à ce colloque qui avait été organisé à l'initiative de la CSC, qui parlait de la méthode IOD. Et donc, comme je ne pouvais pas la présenter en présentiel, on m'avait demandé une petite vidéo que j'ai choisi de vous faire visionner plutôt que d'expliquer en direct le retour. Donc, ça date quand même, cette petite vidéo, de 2020. Donc, elle n'a pas été faite directement pour ce webinaire, mais voilà, ça reprenait vraiment aussi mon ressenti de ce que j'avais entendu. Donc, le ressenti plutôt de quelqu'un de terrain, d'un job coach de terrain sur la méthode IOD. Donc, voilà, et je terminerai après la petite vidéo par une petite conclusion concernant mon travail à la Miroipi et la méthode IOD. Donc, je vais partager. Alors,
Voilà. Merci. Bonjour à tous, d'abord j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je vais vous parler aujourd'hui de la méthode IOD, qui est une méthode donc, qui intervient sur les offres et les demandes en matière d'emploi pour un public fragilisé, ce qui nous intéresse ici pour notre pôle Synergie. Donc voilà, j'ai participé à un colloque début mars qui était représenté par des missions régionales, par Pôle emploi, par des syndicats, par des sociologues. C'était vraiment un partage d'expériences intéressant avec des tables rondes. Voilà, donc une journée très riche en expériences autour de la méthode IOD. C'est une philosophie vraiment innovante, orientée entreprise. Donc, vous allez voir qu'on va se baser beaucoup sur l'employeur, le recrutement et l'entreprise. D'abord, un peu d'histoire pour un peu situer le contexte. Donc, le sociologue Olivier Janson nous explique que tout d'abord, ça vient d'un constat que beaucoup de gens en difficulté ont du mal à avoir accès à un emploi et donc il faut les former. Donc, dans les années 80, on parlait beaucoup d'employabilité. Les gens ne sont pas employables, ils ne sont pas assez formés, n'ont pas assez d'expérience. Nous allons créer des formations pour ces personnes. Donc, suite à ces démarches qui ont été mises en place, avec toute une série de formations dans plein d'organismes, ces personnes en difficulté, plus éloignées encore et fragilisées, avaient du mal à avoir accès à ces formations parce que soit les tests étaient difficiles, soit les formations étaient longues et finalement, ils s'éloignaient encore plus de l'emploi. Donc, ils se sont dit, on va réfléchir sous un autre angle. Plutôt que regarder l'angle du demandeur d'emploi, on va regarder l'angle du recrutement. Et ça, l'angle du recrutement est un élément vraiment déclencheur. Parce que dans le recrutement classique, l'employeur évalue les compétences, évalue l'expérience, la présentation de la personne lors de l'entretien d'embauche, je veux dire son CV. Là, on oublie le CV, on oublie l'entretien d'embauche classique. C'est carrément une autre méthode. Et donc, c'est une méthode, en fait, c'est une stratégie, en fait, qui devient plus une stratégie économique, mais en passant par une stratégie de service pour l'employeur. Donc, l'idée est vraiment que l'agent IOD, on va l'appeler comme ça, donc c'est le travailleur social qui a été formé à la méthode IOD, l'agent IOD réinterroge les employeurs sur les résultats de leur recrutement, qui accentue la position d'influence sur les travailleurs sociaux, en disant travailleurs sociaux, vous pouvez avoir une influence sur le recrutement, sur l'employeur, sur les ressources humaines de l'entreprise. Proposer une stratégie de service en disant à l'employeur, on va vous trouver la bonne personne pour le bon emploi. Donc en conclusion, proposer aux employeurs un recrutement plus fiable et plus rapide. En général, ils sont d'accord. Et donc, la méthode vraiment pratique pivot de l'IOD, c'est remettre le travail au centre de l'entretien et pas la personne. Alors comment? En amont, l'agent IOD doit faire un travail immense de prospection pour aller voir les entreprises, voir ce qu'elles proposent, comprendre leurs fonctions, négocier peut-être les exigences un peu trop élevées par rapport à ce poste de travail. Et quand cet agent IOD a fait ce tour des entreprises, il rencontre la personne. Premier rendez-vous, premier entretien. Déjà, il propose trois offres d'emploi aux demandeurs d'emploi. Et sa posture est de dire, cette personne vient chercher du boulot, j'estime qu'elle est capable d'en trouver, capable de faire des choix et qu'elle va y arriver. C'est vraiment une posture de base que le travailleur social doit avoir, en tout cas l'agent IOD, et c'est une posture qui, je vais dire, on en a parlé déjà dans un précédent travail, qui correspond tout à fait à la posture de croire en la personne qu'on a devant nous. Et donc, elle choisit son offre d'emploi selon les compétences. Elle va voir un petit peu, mais tiens, je sais faire telle compétence, je choisis telle offre d'emploi. Après la démarche suivante, l'agent IOD contacte l'employeur et demande à l'employeur de le rencontrer, de se rencontrer à trois, donc en tripartite, mais pas dans un bureau comme d'habitude, en entretien d'embauche, mais devant le poste de travail. Ça change tout, car l'entretien va être orienté vers le poste de travail et pas vers la personne, alors qu'on sait que déjà une personne fragilisée aura plus de mal à se présenter, à se vendre, et l'employeur va pointer les difficultés sur le CV. Là, non, c'est rendez-vous sur le poste de travail, et donc déjà, automatiquement, l'échange va se faire autour de la description du poste de travail. Le futur travailleur pourra poser des questions, par exemple une question sur le premier jour de travail, sur ce qui est mis en place, sur quel est le sens de son travail par rapport, par exemple, à la finalité de la lettre de production, par exemple. Donc voilà, c'est créer le lien déjà au sein de l'entreprise avant même l'emploi.
Donc, après la mise à l'emploi, comme on a parlé du suivi post-emploi, évidemment, une évaluation régulière sera faite encore une fois, accentuant tout ce qui a été de bien, en valorisant les avancées positives du travailleur, bien sûr en parlant des choses à améliorer, mais en insistant vraiment sur la qualité du travailleur et sur son évolution. Alors, c'est bien sûr une pratique différente de la formation des travailleurs sociaux en général, qui est une formation très intéressante aussi sur l'écoute active, etc., sur l'accompagnement. Mais disons que là, on se pose plus en acteur d'insertion qu'en travailleur social proprement dit, c'est-à-dire qu'on se dit qu'un acteur d'insertion n'est pas un exécutant et c'est une personne qui doit aussi être d'accord de tester, de bricoler des solutions, de se poser des questions, de se tromper, de s'adapter. Alors, pour la formation à la méthode, ça, on pourra en reparler plus tard. Je vais pas parler de ça pour l'instant. Ça risque d'être trop long parce que Tony m'a dit que j'avais 5 minutes. Et donc, conclusion, qu'est-ce qu'il faudrait préconiser? Il faudrait repenser l'accompagnement pour et avec les différents opérateurs de formation, donc créer des espaces de discussion en invitant aussi les entreprises, bien sûr, vous l'avez compris, les syndicats, les demandeurs d'emploi et tout autre acteur de l'insertion professionnelle. L'expérience de la mission locale de Forêt est vraiment une expérience était vraiment une expérience très enrichissante. Ils ont donc développé 3 agents EOD dans leur équipe. Ils ont expliqué que toute personne n'a pas besoin d'un agent EOD. Les personnes avec simplement des recherches par intérim ou avec du job coaching peuvent trouver un emploi. Mais des personnes vraiment éloignées, qui sont moins autonomes, qui ont moins de facilité à aller vers l'employeur, cette méthode est vraiment intéressante. Et donc la posture du professionnel dans la méthode, ce que dit la mission locale de Forêt, c'est se mettre à la croisée des chemins, se positionner en rôle de tiers pour le candidat, considérer le candidat comme une personne capable de faire des choix par elle-même et pas comme une personne qui a un handicap social, parce que le travailleur social est formaté un peu à réparer la personne, alors que là, l'idée c'est de prendre les choses qui vont bien chez la personne et de les accentuer, pas de réparer ce qui ne va pas. L'idée est aussi de se dire que c'est par le travail que la personne va régler ses autres problèmes, bien sûr avec une orientation vers d'autres services, peut-être dans par exemple le domaine du logement ou autre chose, ou de la santé, mais que quand même le travail en premier va l'aider à s'intégrer. Et donc, c'est de prospecter tout azimut, c'est de proposer les offres d'emploi aux candidats, comme je vous ai dit, c'est de contacter l'employeur pour une rencontre, travailler sur l'offre avec l'employeur pour négocier l'offre. Voilà, donc c'est vraiment toute une posture avec un changement fondamental orienté employeur. Voilà, je pense avoir fait le tour un peu de ce que je voulais vous dire en 5 minutes, parce que je pense que j'aurais pu prendre 1 heure. Et donc, je terminerai par une référence d'un livre intéressant qui nous a été donné à ce colloque. C'est L'insertion professionnelle des publics précaires. Et donc, c'est par Denis Castral. Merci beaucoup et portez-vous bien. Voilà, donc merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Donc ça va, en la revoyant, je me dis que je n'ai pas dit trop de bêtises par rapport à la mission locale de Forêt, hein, parce que M. Pilois est là présent. Donc, et donc voilà, donc merci beaucoup. Moi je voulais terminer en disant que, ben voilà, bien sûr que cette méthode, ben vous l'avez senti certainement dans la manière dont je la présentais, c'était juste après le colloque, donc j'étais encore plein aussi d'enthousiasme à ce moment-là, et j'étais revenue avec plein d'idées pour éventuellement mettre en place dans mon travail quotidien. Donc ça me séduit parce que ça bouscule justement la manière habituelle d'accompagner les personnes fragilisées et qu'on apprend dans la plupart des cursus de formation. Mais donc à la Miroipi, on n'a pas encore utilisé la méthode, hein, parce qu'on apprend aussi que la méthode doit se faire vraiment de manière complète. On ne peut pas prendre des petites bribes de la méthode en disant je vais essayer. Alors c'est vrai que nous, avec le contact employeur qu'on a, parfois on essaye de pas trop passer le CV ou pas trop en parler, mais on ne fait pas la méthode IOD comme elle devrait être faite de A à Z. C'est ça qui est important pour les résultats. En tout cas, c'est ce que j'avais compris. Donc, elle est en réflexion. Ça, c'est sûr qu'elle est en réflexion, mais il faut savoir que ça demande d'une part une sensibilisation à l'équipe déjà, et d'autre part une réorganisation du travail, du fonctionnement. Donc voilà, sachant, comme je l'avais dit dans la vidéo, que tous les bénéficiaires n'ont pas besoin spécifiquement de la méthode IOD et que le job coaching classique peut aussi suffire. Voilà pour mon intervention. Je reste bien évidemment à l'écoute de vos questions, de vos réflexions. Merci beaucoup. Merci, Madame Delaunoy.
Voilà, ceci clôture nos 3 interventions pour la méthode IOD. Et donc, place à vos questions. Il est toujours temps de les poser via le chat et je sais par mes collègues que nous en avons déjà l'une ou l'autre. Donc, je vais céder la parole à mes collègues qui vont poser les questions. Céline, Delphine, c'est à vous. Eh bien, je pense que nos intervenants ont été vraiment très clairs puisque finalement, nous n'avons que très peu de réponses sur le chat. Peut-être avant de venir aux questions, nous vous rappelons que dans les prochains jours, l'enregistrement du webinaire sera envoyé à chacun d'entre vous. Ça vous donnera donc la possibilité de réentendre toutes les interventions. Alors, c'était une question qui était sur le chat. Alors, nous avons une question pour Monsieur Pilois. On nous demande en fait de rappeler les références du livre sur lequel vous vous basez sur la méthode IOD, mais finalement, peut-être que c'est celui auquel Delphine fait référence à la fin de son intervention. Est-ce que vous pourriez nous confirmer, Monsieur Pilois, s'il vous plaît? Absolument, je confirme que nous avons les mêmes sources et les mêmes scènes lecture. Oui, oui, donc c'est un livre qui a été écrit en 2003 par Denis Castra. Qui sont arrivés actuellement sur le chat. Donc, félicitations à nos intervenants qui ont été visiblement limpides. Effectivement, si nous n'avons pas d'autres questions, je ne sais pas si Madame Barret, vous avez des questions éventuellement, des points d'approfondissement ou si nous passons aux conclusions. Allez, 2 minutes. Madame Barret, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Voilà. Et j'espère que vous m'entendez. Voilà, Entends. cette Oui. fois-ci. Mais des questions, il y en a 10 000. C'est comment on le met en œuvre, quand est-ce qu'on s'y met et comment on y travaille. Parce que j'espère que comme moi, bah, vous allez ressortir de ce séminaire, ou vous ressortez de ce webinaire, en tout cas, dans une situation d'enrichissement. Je suis quand même à un certain moment, et je pense que c'est pas à vous, les personnes qui travaillez au quotidien sur le terrain, que je dois le dire, mais j'ai le sentiment que nous sommes probablement ici, toutes et tous, convaincus de la richesse de la méthode, mais que trop souvent, on n'a pas le sentiment d'être entendu. C'est-à-dire que ce qu'on nous demande de plus en plus, et quand je dis le politique, c'est globalement les politiques en matière d'emploi, de formation, nous demandent un adéquationnisme permanent. On nous demande, et je regardais dans l'intervention de M. Pilois notamment, toute la question des schémas et des chiffres, on nous demande de plus en plus du quantitatif. C'est-à-dire que sur 100 personnes, nous devons arriver à un résultat positif au minimum avec 50, 60. Et les parcours individuels, et parfois avec des publics un peu plus, qu'on qualifie de plus éloignés, sont effectivement des situations un peu particulières, parce qu'on a le sentiment de faire un bon boulot, mais de ne pas toujours avoir la reconnaissance. Et je pense que les opérateurs, étant le monde de l'enseignement, que le monde du recrutement, que le monde de l'insertion socio-professionnelle, nous sommes parfois en difficulté de comprendre quel est encore notre métier. Le métier, ce qu'on nous demande, les résultats que l'on veut obtenir, et je pense que cette méthode IOD peut nous redonner aussi à un certain moment, je ne vais pas dire du peps, mais en tout cas, me semble-t-il, redonner du sens à notre travail et peut nous redonner aussi envie de travailler de manière plus collective. Donc, Stéphanie, ce ne sont pas des questions, c'est des réflexions qui sont amenées par les différentes interventions, et la liste des intervenants, enfin des personnes qui participent aujourd'hui, puisque vous me l'aviez envoyé, et donc ça me permet de me dire que finalement la richesse de notre territoire, c'est aussi la diversité des intervenants.
je pense qu'il serait bien utile de poursuivre, mais encore là, une fois, je pense que c'est aux participants de pouvoir le dire si vous voulez aller plus loin, si on peut encore faire un bout de chemin dans ce sens-là. Je pense qu'il est indispensable qu'on puisse aussi dépasser nos concurrences et trop souvent, quand on est dans le quantitatif, on nous met un peu en concurrence en disant mais eux y arrivent mieux ou eux font ça mieux. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'oserait pas sur notre territoire dépasser un peu plus ces concurrences, arriver à travailler ensemble? Je pense que les travailleurs avec et sans emploi de la Wallonie-Picardie le méritent bien, ainsi que les PME. Je regrette, et ça, Stéphanie pourra effectivement le confirmer, je suis dans la Chambre Emploi Formation la présidente, je représente l'ensemble des interlocuteurs, mais je suis aussi et avant tout une syndicaliste. Et donc, je pense et je regrette, mais je peux comprendre que les employeurs sont parfois un peu absents ou trop souvent absents autour d'une table pour pouvoir en discuter. Alors, s'il faut reprendre le bâton de pèlerin et aller vers eux, il faudra le refaire. Mais je pense que ce n'est qu'ensemble qu'on pourra trouver des solutions. Et en tout cas, à plusieurs moments, ça a été accepté de reconnaître que certaines politiques qui sont les politiques d'exclusion et de sanctions ne sont pas des bonnes politiques et ça n'apporte pas des résultats à part mettre les gens dehors et les mettre ailleurs. Et que si on remettait un peu l'humain et le relationnel dans un intérêt, notamment dans le monde du travail, mais je pense qu'on pourrait faire encore un petit bout de chemin. Et j'attends avec impatience, et j'espère pouvoir compter sur vous, que les questionnaires reviennent remplis avec des pistes pour pouvoir donner une suite à ce webinaire. Et je vous remercie. Oui, Madame Barret, je me permets de vous interrompre parce que nous avons eu quelques questions qui sont apparues pendant votre intervention. Magnifique. Donc, je propose de revenir un petit cran en arrière pour redonner la parole à nos collègues pour poser les questions qui ont été dans le chat. Alors, la première question est de savoir où et comment peut-on se former à cette méthode, justement, la méthode IOD. Une seconde, peut-être plus orientée vers Monsieur Pilois. On nous demande si avez-vous souvent l'occasion de déconstruire quelques préjugés liés à la pénurie de main-d'œuvre via cette méthode? Alors, une question plutôt d'ordre général. On nous demande si au niveau de l'IBEF ou des partenaires de l'insertion, est-ce qu'on envisage d'organiser des séminaires ou voire des formations d'approfondissement par rapport à cette méthode? Merci Céline. Peut-être prendre les premières Finale. questions. Donc, la première question, c'était où se former. Je ne sais pas si au niveau de nos intervenants, quelqu'un peut prendre la parole s'il y a des pistes pour renseigner les personnes de où se former à cette méthode IOD. Je pense que ça, c'est pour moi. Donc, pour l'instant, c'est l'organisme Transfert de Bordeaux qui organise l'ensemble du processus de formation, à la fois des chargés de mission et des pilotes, mais aussi de tout le travail en amont qui est plus un travail aussi plus au niveau de l'institution ou de l'organisme, parce qu'effectivement, bombarder une équipe POD dans un organisme qui a déjà ses pratiques, ses travailleurs, etc., demande toute une série d'ajustements. Donc pour l'instant, c'est Transfert de Bordeaux qui fait ça. Il faut compter que la formation en tant que telle, alors avec des temporalités différentes, va durer plus ou moins entre 2 et 3 ans pour arriver à valider. Et donc, il y a une certification des travailleurs qui est opérée, une validation, une labellisation des structures qui est faite au bout de cette période. Merci, Monsieur Pilois. Je vous laisse peut-être la parole pour la deuxième question qui vous était adressée directement. Je ne sais pas si vous l'avez entendue et retenue ou si nos collègues doivent vous la reposer. Redites-moi quand même pour que je sois sûr. Est-ce qu'on peut avoir la deuxième question qui a été posée à Monsieur Pilois? Est-ce que je suis dedans?
On t'entend, Céline, vas-y. Avez-vous eu l'occasion de déconstruire des préjugés liés à la pénurie de main-d'œuvre via cette méthode? Je ne comprends pas bien le mot préjugé, etc. Mais s'il s'agit bien de la question de est-ce que cette méthode fonctionnerait aussi en situation de plein emploi, si je la traduis ou si je la comprends comme ça, intuitivement, on pense que ça fonctionne, puisqu'on est vraiment dans de l'ajustement et de la médiation un peu cousu main, quelque part. Donc, on est vraiment dans quelque chose, une approche tout à fait particulière. Donc, on pense qu'effectivement, ça pourrait aider des recruteurs en période de pénurie d'emploi pour certains secteurs. Si j'ai bien compris la question, voilà. Mais nous n'avons pas encore d'expérience dans ce sens parce que la situation à Bruxelles n'est pas encore proche du plein emploi. On avait approché les néerlandophones pour voir un peu, mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller plus loin par rapport à ces questions. La deuxième question était plutôt adressée à la Chambre emploi formation ou à l'instance bassin, des suites de ce webinaire et de savoir s'il y avait des perspectives possibles, sauf avis contraire de Madame Barré. Moi, j'ai envie de vous renvoyer vers le questionnaire qui vous sera adressé, puisque en plus de l'évaluation, on vous soumettra à proposition les pistes éventuelles que vous souhaitez à l'avenir. Et donc, ce sera peut-être le lieu, l'endroit où vous pourrez renseigner vos desiderata sur les suites éventuelles de la mise en place de cette méthode au sein de la Wallonie-Picard et éventuellement de la région wallonne de manière plus élargie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi, je voulais rebondir sur ce qui avait été dit par rapport aux politiques et à la ligne politique. Effectivement, j'ai rencontré le cabinet Montréal à un moment ou à un autre, à deux moments différents d'ailleurs, et j'ai l'impression, je fais un peu la suite de ce qui a été dit précédemment, j'ai l'impression que on est un peu entre deux eaux et que la ligne politique se dessine de manière peu claire. S'il s'agit effectivement pour le politique de dire pour nous l'insertion des publics éloignés du marché de l'emploi est une question cruciale parce qu'elle tend aussi à toucher à la question de la cohésion sociale et pour nous c'est quelque chose d'important. Je pense que ça peut se défendre, mais je n'ai pas entendu ça. Et de la part des opérateurs, il y a effectivement cette espèce de doute entre est-ce qu'on attend de nous des résultats, toute catégorie de situations de demandeurs d'emploi confondues, ou est-ce qu'on donne à certains des rôles ou des missions dédiées et différentes selon les situations rencontrées par les chercheurs d'emploi. Pour avoir discuté avec certains de MIR, moi on me dit, assez platement, rien ne nous dit dans le décret ou ailleurs que nous sommes censés nous intéresser au public le plus éloigné du marché de l'emploi. Voilà la réponse qu'on me donne et je ne vois pas politiquement non plus ce qui pourrait réorienter la question. Je me trompe peut-être, mais je n'ai pas vu ça et je n'ai pas entendu ça non plus avec mes discussions avec le cabinet. Par contre, je pense que politiquement, si nous souhaitons en Belgique francophone développer, parce que l'idée de la formation, c'est effectivement que nous puissions faire ça à partir de la Belgique, ça aura toujours un coût. Et je pense que c'est les pouvoirs publics qui devraient être sollicités pour mettre cette méthode en œuvre, un peu comme on l'a fait à Bruxelles via le CIP, le Social Impact Bond. Mais nous attendons aussi à ce que les pouvoirs publics prennent le relais des investisseurs privés, ce qui n'est pas encore gagné jusqu'ici. Merci pour ces précisions, Monsieur Pilois. Il y a encore une question qui est arrivée. On nous demande finalement comment faire pour amener tous les organismes œuvrant en matière de formation à collaborer pour aider les précarisés à trouver un emploi. Je ne sais pas lequel de nos intervenants souhaite. Moi, je veux bien. Je veux bien peut-être, mais bon, Delphine et Luc pourront sans doute aussi apporter des éléments. Moi, je pense que nous avons la chance pour l'instant d'avoir une
conjecture politique assez favorable, avec une ministre de l'Emploi et de la Formation qui est soutenante par rapport au monde de l'insertion, qui est soutenante par rapport aux acteurs associatifs et qui est vraiment à l'écoute. Et donc, de la ligne de ce que M. Pilois disait il y a quelques instants, je pense qu'elle est ouverte à des innovations que nous serons en capacité de proposer comme acteurs associatifs. Et donc, je voudrais souligner l'intérêt de la démarche qui est celle de la Chambre d'emploi-formation de Wallonie-Picardie aujourd'hui. Je pense qu'on est dans une période où nous devons nous questionner sur certaines des méthodes que nous mettons en place et je pense qu'il y a une ouverture politique que pour être prêt à soutenir des innovations que nous porterions. Je pense qu'on est là-dedans, on est un dialogue de qualité de la part du secteur des MIR avec la ministre. Ce qui est un des enjeux, c'est la question qui a été posée, c'est la question des partenariats entre acteurs. Ou dans la ligne de ce que Isabelle Barré disait, on se rend compte que dans certains territoires, le dialogue est compliqué. Et je ne vais pas faire la langue de bois. Dans certains bassins, les collaborations avec le Forum sont excellentes. Dans d'autres, elles sont beaucoup plus compliquées parce qu'on a un acteur public, et c'est fondamental d'avoir un acteur public fort qui est générateur d'égalité, mais qui n'est pas dans une optique nécessairement de partenariat avec les opérateurs associatifs. Et ça complique les choses parce qu'on ne doit jamais oublier que nous sommes pour des bénéficiaires qui sont les personnes demandeuses d'emploi, qui sont, elles, dans les difficultés, et que dans cette logique-là, dans la logique de parcours de qualité et fluide pour les personnes, il est vraiment essentiel qu'il y ait du respect entre des acteurs publics, des acteurs associatifs, qui sachent les qualités et les atouts des uns et des autres, et que ce ne soit pas dans une logique descendante par rapport aux acteurs associatifs, qu'on n'ait pas un acteur public qui soit dans les injonctions tant à l'égard des bénéficiaires qu'à l'égard des acteurs associatifs, pour que ça ne fonctionne pas. Et donc, moi, je plaide dans toute une série de lieux, avec toute une série d'acteurs, pour que cette logique de partenariat, elle soit pleinement mise en évidence. Et le partenariat, il implique le respect, il implique l'écoute, et ne pas considérer comme supérieur aux autres. Et il faut constater que dans une série de lieux, ces dynamiques de partenariat, elle est aujourd'hui compliquée, parce que le Forum se considère parfois, pas partout, mais comme l'acteur dominant qui va dire aux autres ce qu'ils doivent faire, et ça ne fonctionne pas, et c'est pas dans l'intérêt des demandeurs d'emploi. Donc je pense que la question, il y a un nœud autour de cette question-là, et je pense qu'elle implique le respect d'une dynamique de partenariat acteur public, acteur associatif qui est tout à fait fondamentale. Merci, Monsieur Doc. Voilà des belles pistes d'avenir à travailler, en tout cas. Est-ce que nous avons encore une dernière question? Oui, il n'y a plus d'autres questions. Voilà. Peut-être le mot de la fin, de la conclusion à Madame Barré? Ah, donc le mot de la fin, ça ne se termine pas. Donc je pense que s'il y a bien une volonté, c'est probablement, je pense que vous l'avez entendu, que ceci ne soit qu'un début. Je voudrais qu'effectivement, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par Monsieur Doc et Monsieur Pilois. Donc je pense qu'il y a des opportunités. On a un territoire où on peut encore améliorer les choses, mais je pense qu'on n'est pas le plus mal loti. On est un territoire où les collaborations sont possibles, où on doit renforcer la notion de partenariat, c'est évident. Peut-être parfois simplement par des méconnaissances du métier des uns et des autres, ou par simplement une impression des métiers des uns et des autres. Et donc, si on pouvait créer ce fameux réseau partenarial d'innovation sociale en Wallonie-Picarde, vous me direz, ça semble un titre un peu prétentieux, mais pourquoi ne pas mettre finalement la barre un peu plus haut, tout en disant encore une fois qu'il n'y a pas de gens inemployables, qu'il n'y a pas de personnes qui sont bien dans une situation de non-emploi, qu'on arrête de dire à un certain moment qu'ils sont bien et nantis quand on est dans une situation de non-emploi, que tout le monde n'a pas la même trajectoire et que tout ce qui est indispensable quand même, c'est quelle que soit la qualification
le niveau de qualification, le métier, que tout le monde mérite un emploi durable et un emploi de qualité. Donc, si ensemble on peut y collaborer, comme le disait Stéphanie, j'attends votre signal, j'attends vos signaux à vous, les participants, pour pouvoir donner une suite à ce webinaire. Je tiens en tout cas à remercier l'ensemble des intervenants, l'ensemble des participants et des participantes, l'équipe technique et Virginie, qui a été notre maître d'œuvre pour ce webinaire, avec, selon les intervenants, et je suis ceux les moins qualifiés dans ce genre de choses, mais de nous donner en tout cas toutes les consignes pour que ça se passe le mieux possible. Je remercie Delphine de son intervention comme job coach de la Miroapi. C'est quelqu'un aussi du terrain et qui vit au quotidien. Alors, la méthode IOD reste encore un grand questionnement pour moi. Est-ce que c'est fait pour tout le monde et est-ce que tout le monde pourra le faire? Je ne pense pas, mais en tout cas, il y a aussi des traces qui resteront de ceux qui ont découvert cette méthode, je l'espère. Je reviens sur la question des préjugés. Moi, je l'avais compris dans un autre sens en disant, à force d'aller travailler aussi dans des petites entreprises et de dire c'est peut-être pas ce profil-là, c'est peut-être pas ces exigences-là qui sont nécessaires et c'est peut-être avec quelqu'un, je vais caricaturer, mais qui est sorti de prison que vous pouvez faire votre bout de chemin. Je pense que les préjugés, c'est à travers la découverte des uns et des autres qu'ils peuvent aussi être vaincus. Et il y a quelques années, nous avions justement fait tout un travail sur la notion des préjugés qu'on doit continuer à avancer sur notre territoire sur ces questions-là. Je remercie Stéphanie aussi, Stéphanie Doc, pour le pilotage et la mise en place de toute l'équipe, en tout cas du bassin emploi formation, qui, je pense, a de toute façon pas mal de boulot. Pour l'instant, il y en aura tout plein, mais qui a accepté de soutenir la demande de la Chambre emploi formation pour organiser ce webinaire. Je remercie Monsieur Pilois et continue à être attentif à ce qui se passe au niveau de la maison de l'emploi de Forêt. Monsieur Doc, tant comme président, mais que comme représentant académique, d'avoir accompagné et enrichi ce webinaire. Donc, je vous remercie tous et j'attends, s'il vous plaît, des signaux pour pouvoir dire est-ce qu'on continue ou ceci restera simplement un bon moment, tout simplement sans un impact sur la Wallonie-Picarde, ce que je regretterai à titre de présidente de la Chambre. Voilà, merci Stéphanie. Au revoir à vous tous et bonne fin de journée. Voilà. Merci aussi, Madame Barré, pour votre participation et pour l'initiative de la Chambre emploi formation de la WAPI. Ceci clôture le webinaire et donc merci à tous et à bientôt.